Alors, on reprend le cours et je vous avais parlé des proxy chains. Alors, honnêtement, le sujet est vaste et complexe. On verra, je vous ferai des vidéos dédiées comment créer un script en fait qui va nous mettre à jour des proxy chains. On verra comment récupérer à partir de 3 ou 4 sites un ensemble de proxys pour en faire une chaîne de proxy. On se focalisera naturellement sur des proxys, des serveurs mandataires qui sont anonymes, qui nous garantissent une certaine anonymité. Et c'est juste pour rebondir, pivoter sur un serveur et qui ne camoufle pas notre identité, eh ben, il y aura aucun intérêt. Donc faites bien attention, c'est bien de passer par des proxys, mais passer par des proxys qui vous garantissent l'anonymat. Si c'est pas le cas, eh ben, l'opération sera certes fructueuse, mais totalement inefficace pour masquer votre identité. Ok? Et plus on multiplie, je vous l'ai dit, les serveurs, plus naturellement, on peut aller hacker Evil Corp. Donc, revenons à nos moutons, comme j'aime bien dire. Revenons à notre partie qu'on avait vue ensemble. Donc là, je vais vous parler maintenant de Foxy Proxy. Foxy Proxy, j'ai envie de dire, extension obligatoire si vous utilisez Chrome, Firefox, etc., etc. Je crois qu'il existe, en tout cas pour sûr, pour Chrome et Firefox, et ça va nous permettre rapidement de changer la configuration de notre proxy web pour pouvoir faire des tests d'intrusion des attaques de l'homme du milieu dans le navigateur. Man in the middle brother. Donc, ProxyChain, c'est une option acceptable lorsque vous travaillez avec des outils en ligne de commande. Mais si vous êtes dans un navigateur web, bah ouais, pour accéder à une application web via un proxy, il y a une meilleure option. C'est le fameux Foxy Proxy. Donc ça, Foxy Proxy, je vous en ai parlé à un moment, je vous ai expliqué comment le configurer et comment passer soit par HTML, pardon, HTTP, HTTPS 80 443, ou on pouvait passer par une connexion SOX 4 et SOX 5, comme les proxy chains. Donc les gens utilisent fréquemment cet outil pour gérer rapidement et facilement leur proxy sur Burp Suite ou Zap, ok? Mais il peut également être utilisé avec les outils que nous examinerons dans l'étape suivante afin d'accéder aux applications web sur un réseau interne. Foxy Proxy est une extension du navigateur disponible, je vous le disais, pour Firefox et pour Chrome. Il existe deux versions de Foxy Proxy disponibles, la basique et la standard. La basique fonctionne parfaitement pour nos besoins, alors n'hésitez pas à expérimenter avec le standard, la version standard, si vous le préférez, si vous le souhaitez. Donc, on va aller installer cette application. Vu que j'ai réinstallé ma bécane, je pense pas l'avoir pris. C'est une grave erreur de ma part. Donc, moi, je suis sur Firefox. Je vais aller taper directement sur le Marketplace Mozilla. Si vous êtes sous Chrome, Chromium, vous savez qu'il faudra aller sur Marketplace Google, Google Chrome. Ok, donc on va prendre Foxy Proxy. Et ça va nous éviter, en fait, parce que quand même, voilà. Le but, c'est de quoi? C'est de ne pas avoir à chaque fois aller dans Private Security et lui demander de modifier notre proxy, pardon, notre réglage de proxy qui se trouve d'ailleurs. hum, Ça, c'est les certificats. Bah alors, elle est bien bonne, hein. Ouais, network sync, voilà. Pardon. Et donc là, généralement, c'est là qu'on choisit le serveur mandataire. Si généralement on lui dit, bah, tu vas utiliser HTTPS, FTTP, on va lui mettre le serveur, le port, ou utiliser du SOX en V4 ou en V5, comme je vous disais. Donc nous, là, je sais pas, mais en tout cas pour Burp Suite et Zap, on utilise du HTTP, HTTPS, on n'utilise pas du SOX. Mais voilà, à chaque fois, il faudra modifier ça. Donc, quand vous faites un test d'instruction sur une application web, euh, et bah, quand vous voulez revenir un surf normal, régulier, j'ai envie de dire, classique, il faudra à nouveau mettre pas de proxy. Donc il y a deux possibilités. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est honnêtement, après, tout est question de goût, hein. Mais moi, je sais que ce navigateur-là, en fait, je m'en sers pour mon OSINT.
je m'en sers pour naviguer classiquement, ok? Récupérer mes cours, récupérer des PDF, des ressources qui vont me permettre, dans la vie privée, de faire des captures de flag, ok? Après, rien ne vous empêche de d'installer en fait, hein. On va installer Chromium. Je sais pas s'il est préinstallé sur. Et en fait, on va utiliser deux navigateurs. Moi, par exemple, là, dans cet exemple, je vais utiliser Chromium uniquement pour mes tests d'intrusion sur des applications web. Donc, c'est sur Chromium que je vais installer Foxy Proxy et je vais laisser pas de proxy sur Firefox. Ok? Donc, celui-là, je m'en sers pour naviguer, pour faire mes trucs, et l'autre, je m'en sers uniquement pour mes tests d'intrusion. Et quand on fait du pen testing au niveau des applications web, généralement, on n'installe aucune extension. On n'a pas envie que les extensions perturbent le bon fonctionnement et l'interception de nos requêtes. Ok? On va faire une attaque de l'homme du milieu. Le dernier truc qu'on a envie, c'est qu'il y ait des plugins de sécurité qui nous bloquent ou qu'il y ait des plugins de personnes tierces qui viennent foutre la merde dans nos tests d'intrusion, dans nos requêtes qu'on va forwarder, dropper, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi je suis pas en plein écran? Ah, mais j'aime pas lancer ma machine. Je suis sur. Oh là là, le gars il fatigue. Bon allez, je vais pas lancer ma VM. Là. Je suis sur ma machine de prod. J'avais oublié. Autant pour moi. Donc, on va lancer. Je vais vous montrer quand même comme ça sera fait. Je vais l'installer. Ce sera plus simple. Donc le premier truc que vous allez faire en fait, bon, on va voir le réglage par la suite, mais moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller dans Options et je vais ajouter un truc, ajouter une couleur. Et là, je vais laisser en HTTP, mettez pas SSL parce que des fois ça bloque. Pour du Zap ou du Burp Suite, ça suffit amplement. Et ensuite, on prend un port 8080. Ça, c'est par défaut. Vous n'êtes pas obligé. Et il n'y aura pas besoin de mettre une adresse IP. S'il y a besoin de mettre une adresse IP, et ça sera sur notre localhost. OK? Donc 127.0.0.1 ou 0.0.0.0. C'est vous qui voyez, les deux marches. Là, je vais mettre proxy bar zap. OK? Comme ça, je sais que. Voilà. Donc c'est en vert. Donc là, je suis tranquille et vous voyez que maintenant, j'ai plus qu'à cliquer là-dessus. Voilà, je passe en vert et il y a écrit Pro comme proxy, c'est l'abréviation. Et je vois que c'est en vert, je sais que là, il est actif. Je veux le désactiver, je le désactive là. OK? Donc ça, c'est par défaut. Vous pouvez régler les couleurs, vous mettez ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Mais revenons à ce qu'ils nous disent. Donc, ajouter, c'est exactement, voilà, 127.0.0.1, et eux disent d'utiliser le SOX 4. Ok, donc ils préfèrent le SOX 4. Enfin, les deux fonctionnent, ne vous inquiétez pas. Mais ils veulent utiliser Kiesel. Ok, donc pour Kiesel, en bon français, on va utiliser le SOX 4. Donc on va se faire un autre proxy, c'est pas grave, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et là, je vais faire proxy Kiesel. Je vais naturellement lui donner une autre couleur, parce que sinon je vais confondre. Je vais mettre un truc jaune, jaune pisse, violet. Allez, on va mettre violet, ça sera bien. Et donc, rappel, SOX, SOX 5, SOX 4. Qu'est-ce qu'ils conseillent? Donc, ils disent SOX 4 est généralement un bon pari, bien que Chisel nécessite SOX 5. Ouais, donc moi je vais passer en SOX 5 direct, parce qu'on va s'en servir par la suite. Donc, hop, Chisel, SOX 5, 127, toujours 0, 0, 1. Et le port, je reste sur 80-80, vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il nous conseille dans l'exercice? De prendre le port lit. Ouais, c'est vous qui voyez. Ok, vous mettez ce que vous voulez tant que le port n'est pas utilisé par votre machine, naturellement. C'est la condition sine qua non. Donc, ensuite on fait enregistrer, ouais, enregistrer, save. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mes deux proxys. Kiesel et Burp. Burp et Zap. Donc là, on est bon. Donc, une fois activé, tout le trafic de votre navigateur sera redirigé vers leur port choisi, naturellement. Assurez-vous que le proxy est actif. Et sachez que si le réseau cible n'a pas accès à Internet, c'est le cas de toutes les box TryHackMe, vous ne pourrez pas accéder à Internet à l'extérieur, en fait, lorsque le proxy est activé. Ce qui est normal, puisque la machine n'a pas de connexion à Internet. Et même dans un engagement réel, ok. Donc si vous voulez jouer au Black Hat,
où vous faites un vrai test d'intrusion professionnel. Ce n'est pas un capture de flag, qui est un entraînement et qui n'a généralement rien à voir hein, avec un engagement réel. C'est juste un entraînement dans la matrice. Donc, même dans un engagement réel, l'acheminement de vos recherches générales sur Internet via le réseau d'un client n'est de toute façon pas judicieux. Ok? Il est donc conseillé de désactiver le proxy ou d'utiliser les fonctionnalités de routage de la norme proxy pour toute autre que des interactions avec le réseau cible. Pourquoi? Parce que ça alerterait votre cible pour rien. Avec le proxy activé, vous pouvez simplement naviguer vers le domaine ou l'adresse IP cible dans votre navigateur et le proxy se chargera du reste. Donc, on va répondre à quelques questions, voir si on a bien compris tout ça. Et on va repartir sur les proxy chains. Donc, comment je peux utiliser proxy chain, un proxy SOX 4 sur le loopback, le hostname en 42. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais faire proxy chains. Ok. 127.0.0.1. Deux points, je mets le port. Je veux le port 42. 42. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, mais c'est dans quoi? Ah, dans le fichier de configuration. Ouais, pardon. Donc, dans le fichier de configuration, on fera un truc du genre là. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Autant pour moi. On va faire. On veut quoi? On veut du SOX 4. On veut quoi? Eh ben, à l'adresse, c'est mon local host. Et qu'est-ce que je veux? Je veux le port 42. 42. Donc, quelle commande utiliserez-vous pour telnet via un proxy vers le 172.16.0.100 port 23? 23 qui, je le rappelle, est le port, eh ben, qui est le port telnet. Je vais y arriver. Commande proxy chain. Je veux quoi? Je pipe la commande telnet. Enfin, c'est pas vraiment pipé, mais je mets la deuxième commande et je veux me connecter sur le 172.16.0.100 port 23 classique telnet. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il n'y a pas de pont. Pardon. Proxy chain. What? Ah, tu veux passer par Netcat? Non, c'est ça que tu veux. Donc, quelle commande utiliserez-vous? Pour telnet via un proxy, bah, proxy chains, moi je dirais telnet 172, 16, 0, 123. Il a pas pris le 23, mais bon, ok. Donc, vous avez découvert une application s'exécutant sur une cible à l'intérieur d'un réseau isolé. Quel outil est le plus approprié pour le proxy vers une application web? Proxytion ou Foxy? Foxy. On a dit que application web, c'est Foxy. Foxy. Donc maintenant, on va voir un petit peu le principe de tout ce qui est très 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 utile d'ailleurs. Tunneling, SSH, redirection de port, qu'on appelle le port
forwarding. Déjà, avant de passer, est-ce que je peux vous montrer un diagramme? Euh, donc on peut faire un bypass sur les pare-feux via un SSH tunneling. C'est tout à fait possible. Ok. Et c'est l'avantage majeur. Je vous ai déjà fait une vidéo un peu là-dessus. Mais comment on peut voir? Si je zoome, on peut zoomer là-dessus. Pas trop. Donc, on a grosso modo un réseau local. Ok? Un réseau privé local. On va ajouter. Ok? Donc tout ça, c'est des connexions qui passent par un switch ou un hub et il n'y a qu'un ordinateur en fait hein, qui accède au réseau public, à savoir l'internet, et il passe par un pare-feu. Ok? Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est contourner le pare-feu qui est sur la machine pour accéder au réseau local. Comment c'est possible? Grosso modo, on peut s'en servir pour administrer, par exemple, ou ajouter moi son PC à un réseau d'entreprise. Le réseau d'entreprise va bloquer votre PC à la maison, ok? Mais vous pouvez passer tout à fait par un serveur SSH à la maison, ok? Je l'héberge sur mon ordinateur et je vais faire un tunnel SSH chiffré entre la machine de mon bureau et mon ordinateur à la maison. C'est pour ça, ça va me permettre de contourner, passer toujours par les internets, mais de contourner le pare-feu. Ok? Comment c'est possible? Eh ben en fait, c'est juste que le tunnel chiffré, ok, en SSH, eh ben passe pas par les mêmes voies d'acheminement, on va dire, au niveau du routeur, du pare-feu, que une connexion classique. Donc c'est chiffré, c'est sécurisé, et en plus ça me permet, quand mon patron me demande d'aller bosser ou de gérer un truc à partir du boulot, je peux le faire directement de chez moi. Ok. Après, demandez bien les politiques de sécurité qui sont établies dans votre société. Il faut avoir l'accord de vos responsables naturellement pour le faire, sinon vous ouvrez une porte dérobée ou une faille sur le système. Ok, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Mais ça peut être, il y a plein d'utilisations possibles. Donc le premier outil que nous allons examiner n'est d'autre que le client SSH standard avec un serveur OpenSSH. Donc l'OpenSSH, SSH, le client SSH, vous savez qu'il est préinstallé quasiment sur toutes les machines. Ok? Peut-être sur Windows, quoique même maintenant, je crois qu'il est installé par défaut. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais quoi qu'il en soit, c'est multi-plateforme. Ok? Donc, en utilisant des outils simples, il est possible de créer à la fois des connexions directes et inversées pour créer des tunnels SSH. Donc, dès qu'on parle de tuning SSH, en fait, c'est des reverse shell. Ok? Ce qui nous permet de transférer des ports ou de créer des proxys. Donc on va rerouter sur un port de notre machine, en fait en local, et se connecter vers l'extérieur. Donc on va voir ça. Donc connexion en avant, comme il l'appelle, forward connection, ok? Donc la création d'un tunnel SSH ou local peut être effectuée à partir de notre box d'attaque, ok? Lorsque nous avons un accès SSH à la cible. C'est ce qu'on fait quand on fait des captures de flag, ok? On a notre Kali, on a notre VM parrot, ce que vous voulez, du dual boot, quoi qu'il en soit, c'est notre box d'attaque, ok? Et on va se connecter via SSH très souvent. On le fait pendant des captures de flag à notre cible. En tant que telle, cette technique est beaucoup plus couramment utilisée contre des hôtes Unix. En effet, les serveurs Linux en particulier ont généralement le SSH actif et ouvert. Pourquoi? Parce que ça permet de téléadministrer et de façon sécurisée. Il faut des clés de chiffrement, il faut une passphrase ou si vous n'avez pas peur, un mot de passe. Mais sachant qu'un mot de passe, ça veut dire que on pourra faire des attaques brute force sur le port et essayer de deviner votre mot de passe pour pouvoir y accéder. Cela dit, Microsoft a relativement récemment sorti sa propre implémentation du serveur OpenSSH qui est natif de Windows, de sorte que cette technique pourrait
commençait à devenir plus populaire à cet égard si la fonctionnalité gagnait en popularité. Il existe deux façons de créer un tunnel SSH avec l'aide du client SSH, la redirection de port et la création d'un proxy. Donc on va voir la redirection de port, ok? Ce qu'on appelle plus couramment le port forwarding, ok? C'est accompli avec le switch L qui crée un lien vers un port local, L comme local. Par exemple, si nous avions un accès SSH à 172.16.0.5 et qu'un serveur web fonctionnait sur 172.16.0.10, nous pourrions utiliser cette commande pour créer un lien vers le serveur sur 172.16.0.10. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? La syntaxe, c'est SSH-L. Donc là, je mets un port d'entrée que je veux utiliser. Là, en l'occurrence, c'est le 8000. Je mets l'adresse IP que je veux, ok? Et je lui demande une porte de sortie, ok? Il y a deux ports, un en entrée, un en sortie. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire. On va voir le reste. Voyons toute la syntaxe de la commande. Qu'est-ce qu'ils vous expliquent, eux? Eh ben, qu'on peut accéder en effet au site web sur 172.16.0.10 à 172.16.0.5 en fait, en accédant par le port 8000 qu'on a défini sur notre propre machine d'attaque. Par exemple, en entrant localhost 8000 dans un navigateur web. Ok? Donc le localhost 8000, eh ben maintenant il va comprendre 172.16.0.10. Ok? Donc ça va être super utile. En utilisant cette technique, nous pouvons effectuer et créer un tunnel entre le port 80 sur le serveur cible, puisque on sait qu'un serveur web, ça tourne sur le port 80, et le port 8000 de notre ordinateur. OK? Point de terminaison, c'est le 80, et notre point d'entrée, c'est le 8000. OK? Et il faudra toujours définir tout ça. Quand on fait un SSH-L, il y a toujours port d'entrée, adresse IP qu'on a besoin, port de sortie. Et après, on utilise notre commande. Ok. Là, en l'occurrence, c'est une connexion SSH après classique. On met le nom de l'utilisateur, arrobase, l'adresse IP de la machine, et on fait le petit FN. FN, communautaire combiné, -F, c'est arrière-plan immédiatement. euh, Lorsque nous sommes sur le terminal, pardon, et -N, ça indique à SSH qu'il n'a pas besoin d'exécuter de commande. Ok? Juste d'effectuer la connexion, parce que c'est mal traduit, autant pour moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'il est recommandé d'utiliser un port haut pour la connexion locale. Cela signifie que les ports bas sont toujours ouverts pour que leur utilisation correcte, enfin fonctionne. Par exemple, si nous voulons démarrer notre propre serveur web pour servir un exploit à la cible, c'est ce qu'on fait très souvent avec du Python, par exemple. Et ça signifie également que nous avons besoin d'utiliser sudo pour créer la connexion. Ok? Donc, maintenant voyons les proxys. Là, on a vu le tunneling grâce à la redirection de port. Maintenant, voyons comment on peut mettre en place un proxy. Donc, les proxys, c'est le commutateur, le flag, le switch, appelez ça comme vous voulez, le paramètre grand D. Donc, par exemple, on va mettre grand D lit 1337. Donc, ça ouvrira le port 1337 sur notre machine d'attaque en tant que proxy pour envoyer des données dans le réseau protégé. Ok? Qui dit protégé, on veut dire le réseau privé local. Ce qui est utile lorsqu'il est combiné avec un outil tel que les proxy channels. Donc, par exemple, on pourra faire un SSH D 1337 et une connexion toujours en SSH. Ok? Donc, on utilise à nouveau FN, ok, pour l'arrière-plan du shell qui ne fasse rien d'autre que ce qu'on lui demande et le choix du port 1337 est complètement arbitraire. Vous l'avez bien compris. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, vous connaissez la règle en réseau, vous ne pouvez pas utiliser un port qui est déjà utilisé. Sinon, ça engendrerait des conflits et des collisions au niveau des paquets réseau. Et c'est absolument ce qu'on veut
éviter sur du réseau. Ok? Donc tout ce qui compte, c'est que le port soit disponible et correctement configuré dans votre fichier de configuration de proxy shell ou équivalent. La configuration de ce proxy nous permettrait d'acheminer tout notre trafic vers le réseau cible. Ok? Donc comme je vous ai dit, ça peut être un très bon moyen pour contourner certains systèmes de protection, certains pare-feu. Donc ça, c'est le forwarding. On a fait des connexions en avant, entre guillemets, mais vous savez qu'il y a aussi les reverse shell. Donc là, on va parler des connexions inversées. Ok? Comment ils le traduisent en anglais? Reverse connection. Ok, c'est pas tout à fait des shells. Mais bon, c'est un shell si on utilise le SSH. Donc les connexions inversées sont tout à fait possibles aussi avec le client SSH et elles peuvent être préférables en fait si vous avez un shell sur le serveur compromis, mais pas d'accès en SSH. Cependant, ils sont plus risqués car vous devez intrinsèquement accéder à votre machine attaquante à partir de la cible, que ce soit en utilisant des informations d'identification ou de préférence un système basé sur des clés. Je vous ai dit, toujours mieux utiliser des clés avec des passphrase, clés privées, clés publiques, que utiliser des mots de passe qu'on pourra sniffer sur le réseau. Ok? Et qui dit rentrer des données concernant votre machine à partir d'une cible, ça veut dire que, n'oubliez pas, les administrateurs réseau, système, peuvent également vous espionner. Et là, l'attaquant devient la cible. Faut pas oublier ça. Attention. Ok? Si vous êtes par exemple sur un honeypot, un pot de miel, qui va simuler un réseau d'entreprise, et en fait vous croyez que vous avez hacké un réseau d'entreprise, en fait vous êtes un rat de laboratoire, on est en train de vous espionner et de récupérer un maximum d'informations sur vous pour comprendre vos motivations et vos techniques. Ok? Ça c'est une technique utilisée dans le secteur militaire, dans les grandes entreprises, en blue team. Ok? On va créer des duplicata, on va créer de faux comptes, on va simuler de l'activité même sur un réseau, sur une Active Directory, ce que vous voulez, pour induire et attirer les hackers. Et une fois qu'on les a attirés dans le pot de miel, eh ben on s'occupe d'eux. Ok? On fait du recueil d'informations. Donc ça, attention. Attention, parfois les apparences sont trompeuses. Donc, comment on peut faire ça? Il nous faut établir une connexion inversée en toute sécurité. On va utiliser notre commande SSH Keygen. Mais ça, je vous l'ai déjà montré, c'est le premier truc qu'on fait. Même, je vous ai dit, quand on installe un Linux, on va aller générer notre paire de clés privées et publiques. Ok? Le chiffrement RSA fonctionne toujours comme ça. C'est un chiffrement asymétrique. Clé publique, clé privée. Ok? Donc, vous mettez le répertoire où vous le voulez. Généralement, c'est dans le home de l'utilisateur. Je vous conseille grandement de rentrer une passphrase. Alors là, vous allez me dire, mais je sais plus ce que c'est une passphrase. Eh ben, une passphrase, c'est un mot de passe, en fait, mais quand on parle de clé de chiffrement. Ok? C'est comme un mot de passe, sauf qu'on n'utilise pas le terme mot de passe, on utilise, donc password, on utilise le passphrase. Ok? La phrase de passe. Ok? Donc le mot de passe, c'est la passe de phrase, la phrase de passe, le mot de passe, la phrase de passe, je vais y arriver, excusez-moi, et c'est pas tout à fait la même chose, ok? L'un s'applique à une authentification sur une mire de connexion, on va dire, et quand on parle de phrase de passe, là, c'est quand on parle de cryptographie, ok? Et qu'on parle de chiffrement, notamment asymétrique. Ou parfois symétrique, c'est pas le problème. Mais là, c'est du RSA. Le RSA, si vous connaissez un peu, vous savez qu'on parle de clés publiques, clés privées. Je vous redirige vers mes vidéos de cryptographie. Vous avez une playlist avec trois, quatre vidéos où initiation à la crypto, crypto-analyse, cryptographie, tout ce que vous voulez, et comment Bob, Alice et Robert communiquent sur Internet grâce à des clés chiffrées ou des clés chiffrées, des clés privées. Des clés publiques et privées. Putain, j'y arrive plus. Donc tout ça, si vous avez des doutes, si vous savez pas, allez voir mes vidéos. Je vous en ai fait un paquet. Donc il nous dit que la clé a été générée, elle est enregistrée dans le répertoire qu'on indique et automatiquement en fait, voilà, on a le hash en 256 bits et on a un random art, une image, un random
qui est généré. Voilà. Et on récupère quoi? Et ben là, la clé, on l'a appelée comment? On l'a appelée reverse. Ok? Donc point reverse. Et bah là, la clé s'appelle reverse et reverse.pub. Donc vous allez me dire, mais quelle est la différence? Elles portent le même nom, mais il y en a un qui n'a pas d'extension, l'autre qui a une extension. Ben, celle qui n'a pas d'extension, c'est la clé privée. Au grand jamais, vous ne devez partager votre clé privée. L'autre, point pub, c'est public. C'est votre clé publique. Elle, vous pouvez la donner à n'importe qui. Ok? C'est ce qu'il nous explique là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on a maintenant notre clé publique. Ok? Le fichier se terminant .pub. On va l'ajouter. Vous savez, vous connaissez ce fichier authorized key, donc les clés autorisées sur la machine attaquante, ok? Puisque elle, il faut que votre clé publique soit présente dans son fichier authorized key, qui est dans le répertoire caché SSH, qui est généralement dans le home ou dans le root, ok? En fonction des comptes, si vous êtes admin ou utilisateur lambda. Et vous devrez peut-être d'abord, parfois, hein, créer le répertoire SSH et le fichier, s'il n'existe pas. Mais rien ne vous empêche de faire ça. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On autorise un accès sur sa machine. OK? Et sur une nouvelle ligne, on va taper bah, les commandes suivantes, en fait, hein, pour coller quoi? Bah, coller la clé publique et que ça fonctionne. Donc, on va faire un commande echo. Ce compte est uniquement utilisé pour le port forwarding, no agent, port forwarding, no X11, forwarding et no PTY. Cela garantit que la clé ne peut être utilisée que pour la redirection de port, interdisant la possibilité d'obtenir un shell sur votre machine attaquante. Ok? Parce que si vous configurez bien mal ça, eh ben la personne elle va pouvoir également se connecter et vous attaquer en retour. Ok? Donc, si vous voyez un hacker qui s'est amusé avec le port SSH sur votre machine et qu'il a oublié ses paramètres, eh ben, n'hésitez pas à l'attaquer en retour. Ça sera de bonne guerre, j'ai envie de dire. Donc, l'entrée finale dans l'Authorized Keys, c'est un fichier qui devrait ressembler à ça, ok? Donc des fois c'est un peu chiant à lire parce que bah, déjà la commande est longue puisqu'on rajoute ça et ensuite eh ben, on voit que c'est encapsulé, c'est pas chiffré mais c'est totalement inintelligible pour un être humain. On a une clé qui est extrêmement longue et après ça se termine tout le temps par égal plus le nom de l'utilisateur at le hostname de la machine. Ok? Donc là c'est Muri qui est sur le domaine Augury. Donc suivant. Eh ben, on va vérifier si le serveur SSH de la machine attaquante est en cours d'exécution. Donc vous avez deux commandes possibles. Soit vous faites un sudo systemctl qui permet de gérer tout ce qui est critique au niveau du système, notamment les services, et on va demander le statut du serveur SSH. Je vais y arriver. Et il y a aussi sudo service SSH status, deux commandes qui fonctionnent. Elles font exactement la même chose. Et vous savez que sous Linux, le premier truc qu'on regarde, c'est ça. Ok? C'est le active. S'il est en active et qu'il est en train de tourner, c'est ce qu'on veut. Si c'est pas le cas, bah, il faudra le démarrer. On fera un sudo systemctl start SSH, ok? Ou restart SSH. Et sinon, on peut faire sudo service au pluriel SSH start ou restart. Ça marchera aussi. Donc, c'est ce qu'il vous dit là, j'anticipe, je vois clair dans leur jeu. La seule chose qu'il reste à faire, c'est l'impensable, c'est transférer la clé privée dans notre boîte cible. Il s'agit généralement d'un no absolu, ce qu'on appelle un no-go en fait, hein. Traduit, comment ils le traduisent? Ah non, no, enfin no-go en tout cas. C'est pourquoi nous avons généré un ensemble de tables de clés SSH à supprimer dès que l'engagement est terminé. En effet, une fois que vous utilisez vos clés, naturellement, vous faites à nouveau un SSH qui gêne, ok?
pour griller vos clés. Vous savez qu'une clé, si on n'a plus le passphrase ou qu'on l'écrase, le fichier disparaît, les clés sont perdues. C'est pour ça que quand vous avez des bitcoins, de la crypto-monnaie et tout ça, ne perdez pas votre passphrase, ne perdez pas votre clé privée, sinon vous ne pouvez plus déchiffrer votre portefeuille de crypto-monnaie. Vous perdez tout. Et, on peut rien faire, hein. Vous allez pas faire un brute force sur votre portefeuille de cryptocurrency. C'est impossible. Ok? Donc vous êtes dans la merde. Donc attention. Mais là, nous, on va faire des clés et dès qu'on a terminé l'engagement, exactement, c'est un truc à faire. On régénère nos clés automatiquement pour les griller. Ok? Donc, pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Donc avec la clé transférée, ensuite, bah, on va nous reconnecter avec un port à inverser en avant, parce qu'il y a aussi en arrière, en utilisant la commande suivante. Donc SSH-R, on va mettre notre port local, on va mettre l'adresse IP de la machine, le port qui est utilisé par la machine, le nom d'utilisateur, arrobas, l'adresse IP de la machine, ok, auquel on veut se connecter en SSH, le -i, pourquoi? Pour spécifier justement la clé privée qu'on veut utiliser, ou public, ça dépend ce que vous voulez en fait, mais généralement c'est une clé privée, et le FN, ok? Donc, pour mettre cela dans le contexte de nos adresses IP fictives qu'on a vues au tout début, on avait la 172.16.0.10 et la 172.16.0.5, et ben, nous avons un shell sur la 172.16.0.5, et nous voulons donner accès à notre Kali, à notre parrotOS, que vous voulez, avec l'adresse 172.16.0.20 et pouvoir accéder au serveur web en 172.16.0.10. Ok? Donc on voit qu'on a grosso modo trois composantes. Et on peut réutiliser cette commande sur la machine 172.16.0.5. Ok? Donc dans ce cas-là, on définit port 8000, on va mettre l'adresse finale de notre machine, on sait qu'on veut le serveur web, donc c'est cette adresse. Notre Kali, eh ben, c'est notre compte d'utilisateur. Notre machine à nous, eh ben, c'est la 20, ok, et on va utiliser la clé privée, ok. Donc ça ouvrira un port en avant vers notre boîte Kali, nous permettant d'accéder au serveur 172.16.0.10 exactement de la même manière qu'avec la connexion en avant que nous avons établie auparavant. Donc, dans les versions plus récentes du client SSH, il est également possible de créer un proxy inverse, l'équivalent du -D, donc qui est utilisé pour les connexions locales. Cela peut ne pas fonctionner avec des clients plus anciens, mais cette commande peut être utilisée pour créer un proxy inverse dans les clients qu'ils prennent en charge. Et ça, c'est super, super, super utile. J'ai même envie de dire que c'est la commande la plus utile, c'est le SSH-R, ok? Parce qu'il va nous permettre de faire des petites dingueries et de contourner des systèmes de protection des pare-feux. Ok? Mais ça viendra avec l'expérience. Au début, c'est du chinois, c'est normal. Il va falloir apprendre. C'est comme tout. Ok? Donc ceci, encore une fois, ouvrir un proxy, nous permettant de rediriger tout notre trafic via le port localhost. Ok? 1337. Bah oui, on l'a spécifié ici, vers notre réseau cible. Ok? Donc, petite remarque, Windows moderne est livré avec un client SSH intégré disponible par les défauts, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Cela nous permet d'utiliser cette technique dans les systèmes Windows, même s'il n'y a pas de serveur SSH en cours d'exécution sur le serveur Windows à partir duquel nous nous reconnectons. Ok, ça c'est important. Euh, À bien des égards, cela rend redondante la tâche suivante couvrant e-link, ok? Cependant, il est toujours très pertinent pour les systèmes les plus anciens. Donc, pour fermer l'une de ces connexions, on va faire un PSAUX, donc PSAUX auxiliary, et on sait que ça nous liste l'ensemble des processus qui tournent en mémoire sur notre machine, ok? C'est l'équivalent du gestionnaire de tâches sous Windows. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un grep
On va piper et on va faire un grep SSH. Pourquoi? Parce qu'on veut que les processus qui parlent de SSH. Donc un autre truc aussi, parce que là, il vous en parle pas, mais il faut bien distinguer SSH de SSHD. Quelle est la différence? SSHD, c'est votre serveur SSH. SSH, tout court, sans le D, ça sera votre client, ok? Vous avez à la fois sur votre machine des clients et des serveurs. Vous utilisez le client naturellement pour vous connecter à un serveur SSH à distance et vous pouvez totalement héberger en retour un serveur SSH sur votre machine locale et y accéder à partir d'un serveur que vous aurez piraté, ok? Mais faites le distinguo. SSHD serveur, SSH, client. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Ben, on va chercher l'ID. Là, notre ID, il est indiqué ici. C'est le 105 238. C'est notre PID. Et avec le PID, on va faire quoi? On va faire un kill. OK? Donc, vous savez pas, mais pour tuer une tâche, en fait, sous Linux, on utilise la commande kill. Alors, attention avec kill. OK? Parce que kill, ça tue tout. Et si vous killez un processus mémoire ou critique du système, vous allez cracher le serveur, vous allez cracher votre propre machine. Donc attention, ne vous trompez pas. Au début, si vous êtes néophyte sous Linux, prenez le temps de bien vérifier le PID, ok, l'ID de processus, pour ne pas faire de bêtises, ok, et checker par 2 fois. Et bien sûr, ça demande absolument une élévation de privilège. On fait ça avec sudo, sinon, bah, ça va pas marcher, ok. Donc ça, c'est une commande critique, il faut la connaître, mais il faut pas faire n'importe quoi avec. Après, ça peut être super utile, parce que si vous savez, bah, vous pouvez shooter des processus en mémoire, si vous avez le droit root, et bah, vous allez pouvoir, par exemple, dégager des systèmes de protection qui tournent sur le système. Donc, on fait notre sudo kill 105 238, puisque bah, c'est celui-là qu'on veut, et on voit que quand on relance à nouveau la commande ps aux pipe grep ssh, elle n'y est plus. Ok? On voit que le processus, il n'y est plus du tout. Donc, si vous vous connectez à un serveur SSH depuis votre machine attaquante pour créer une redirection de port, s'agit-il d'une redirection de port L ou d'une redirection de port distant R? Donc c'est L, ok, c'est une redirection de port local. C'est ce qu'on a vu au tout début. Ok, c'est une connexion en avant avec redirection de port. Ok, port local. Donc, ça sera typiquement cette commande qu'on va utiliser. Ensuite, donc depuis, hein, faut bien comprendre le distinguo. Si on se connecte à un serveur SSH depuis notre machine attaquante pour créer une redirection de port, c'est une redirection de port local et non pas une redirection de port distante. Ok? Donc L local, R pensez reverse. Ok? Mais qui dit reverse dit port distant. Ok? À distance. Donc, quelle combinaison de commutateurs peut être utilisée pour l'arrière-plan d'un transfert de port SSH ou de tunnel? On l'a vu, on sait quoi? On fait un FN. F, petit f, grand N. Ok? Donc ça peut être super utile. Et pourquoi vous allez me dire pourquoi le FN? Parce que tout simplement, si vous faites pas le FN, eh ben, il va pas tourner en arrière-plan et il va vous connecter en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut juste établir une connexion pour pouvoir s'en servir. Ok? Donc je sais que là, c'est un peu déroutant parce qu'en administration, on n'a aucune notion de hacking ou de maigre connaissance en réseau. Et le SSH, ouais, c'est pour se connecter à distance à une machine. C'est ce qu'on a tous appris si vous avez fait des études en informatique ou vous êtes administrateur système. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'avec le FN, on puisse uniquement lancer la commande et s'en servir pour pivoter. Ok? On s'en fout de la connexion SSH. C'est-à-dire, je vais pas rentrer des commandes interactives via mon port SSH.
comme le ferait n'importe quel administrateur. Moi, je veux juste établir le tunneling, ok, qui va me permettre de faire autre chose, ok. Et donc là, le FN, c'est vital, ok. Donc, c'est une bonne idée de saisir notre propre mot de passe sur la machine distante pour configurer un proxy inverse. C'est une très mauvaise idée. Jamais vous ne le faites. Ok. Pourquoi? Parce que bah, il suffit de sniffer soit les paquets réseau sur la cible et s'il y a des sondes ou analyser les logs. Ok, hein, tout simplement, vous laissez des traces. Si vous les effacez pas, eh ben, si vous tapez en clair un mot de passe, ok, vous inquiétez pas, on va le récupérer, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Non, ça va très mal se passer. Donc il faut surtout pas le faire. Et si jamais on doit se connecter à partir d'une machine distante et configurer un proxy inverse vers notre machine, on utilisera quoi? Le chiffrement via le RSA, algorithme asymétrique, chiffrement asymétrique, clé privée, clé publique, qui sont toutes les deux chiffrées. Ok? En clair. C'est pas parce que vous tapez un mot de passe qu'il est chiffré, hein. Comprenez bien ça, hein, attention. Ok? Avant d'établir la connexion SSH, vous tapez dans un terminal. Cette communication n'est aucunement chiffrée. Ok? Donc, on peut l'intercepter. Une fois que vous êtes dans SSH, il y a pas de problème. Il y a du tuning, c'est chiffré. Par contre, quand vous lancez la commande pour vous connecter sur une machine qui ne vous appartient pas, rien ne vous prouve que votre adversaire n'est pas lui aussi en train de vous espionner. Ok. Donc, et ça, vous n'êtes pas seul sur Terre dans votre tête. Ok. Il faut avoir une vision globale des choses et objective. C'est important. Donc, quelle commande on utiliserait pour créer une paire de clés SSH jetables pour une connexion inversée? Eh ben, c'est notre commande. Vous devez apprendre par cœur, quoi, hein. C'est SSH Keygen. Ça, on va l'utiliser tout le temps. Donc, si on veut configurer un port avant, donc port forwarding, ok, enfin forward connection, ok. On va parler de forward connection et de reverse connection parce que c'est induit en erreur, parce que bon, bref, vous m'avez compris. Donc, sur le port 22 d'une machine distante, avec cette adresse IP sur le port 2222 et notre machine locale à cette adresse, en utilisant un fichier de clé appelé IDRSA et en arrière-plan du shell, enfin oui, avec la commande FN, quelle commande on utilisera, sachant que c'est Kali. Eh ben, c'est exactement ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un port avant inversé, ok? Alors, comment je fais ça? Bah, je fais S, S, H. On a vu quoi? Tirer L, ok? Et là, après, qu'est-ce que je fais? Bah, je récupère tout ce qu'on a vu là-haut, hein. Je n'invente rien. C'est ça. Je vais copier, parce que sinon, je peux taper à la main, ça me saoule. Mais vous avez compris, et on va tout modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on fait un tiret L, pas de problème. On veut se connecter quoi, nous? Ok? On a dit port le plus haut, 2022. La machine qu'on attaque, c'est quoi? C'est là, celle-ci. 172.16.0.100. Et elle a quoi? Elle a un port. On veut inverser, on veut configurer un port avant inversé sur son port 22. On a toujours dit on part du plus grand pour arriver au plus petit. Je vous ai dit un port d'entrée, un port de sortie. Ok? Donc ça, on va configurer. Notre utilisateur, il s'appelle quoi? Il s'appelle Kali. Ils nous le disent. Et notre machine, elle a quoi comme adresse IP? Elle a la 0200. Et je me suis planté. Ah oui, en utilisant, pardon, -i, en utilisant quoi? Ben, ID RSA-i pour spécifier la clé. Ok? Donc ça, vraiment, pareil, hein, la syntaxe au début, waouh, c'est un peu lourd, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez être à l'aise, ok? Ça s'apprend pas comme ça en une fois. Il va falloir pratiquer. Entraînez-vous à l'utilisation d'SSH si vous l'avez pas fait. Vous n'avez pas l'habitude ou pas si jamais vous êtes à l'aise et que vous êtes administrateur système, à mon avis, vous devriez être à l'aise avec SSH.
Mais pour les néophytes, et si jamais votre métier, bah, c'est pas l'informatique et que vous ne travaillez pas dans ce cœur de métier, eh ben, il va falloir pratiquer. Et le meilleur moyen, bah, c'est de créer un serveur. Faites-vous ce que vous voulez, installez un Ubuntu, et après, à partir de votre box Kali, Parrot, ce que vous voulez, ou un autre Ubuntu, bah, apprenez à vous connecter en SSH, à bidouiller les clés, clés privées, clés publiques, modifier le fichier authorized keys, et etc., etc. Ok? Donc maintenant, on passe à la commande inverse. Quelle commande on utiliserait pour nous configurer en fait un proxy de transfert sur le port 8000 avec bah, user@target.thn en arrière-plan shell. Ok? Donc comment on fait ça? On a vu L et on a vu SSH-D. Ok? Et ben là, on va faire un -D. Ok? Donc pareil, si vous avez un doute, rafraîchissez la mémoire, je vais en train. Connexion en avant. Voilà. Ok? C'est cette commande qu'on utilise. Ok? Donc, 8000, et ensuite on a dit quoi? User arrobase target. Donc si c'est un nom de domaine, là le nom de domaine s'appelle target.thm. Et maintenant, on va voir le reverse proxy. Et le reverse proxy, le plus puissant, parfois le plus compliqué, si on avait un accès SSH à un serveur qui s'appelle 172.16.0.50, enfin, avec la telle adresse IP, avec un serveur web qui fonctionne en interne sur le port 80, c'est-à-dire accessible uniquement au serveur lui-même sur le port 80. Comment on transmettrait à notre port, à notre machine attaquante, notre Kali, notre Parrot, ce que vous voulez, sur le port 8000? Supposons que le nom d'utilisateur soit user et qu'on veut également que le shell soit en arrière-plan, pas en mode interactif. Eh ben, on va faire SSH, donc -R. Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi, moi? Bah, je veux mon port 8000, ok. La machine, c'est quoi? Bah, je sais que la machine, c'est 172.16.0.50, port 80. Je veux quoi? Me connecter en tant qu'utilisateur à la machine qui, elle, est ce... 72, 16, 0, 50. FN, pas de clé de chiffrement. Pardon, c'est sur le localhost. 127.0.0.1. Ok. Donc, ces trois trucs, il va falloir comprendre parfaitement. -L, -D, -R. Ok? Allez récupérer des ressources que vous soyez vraiment à l'aise. Donc, on va voir P-Link. Donc, on va, entre guillemets, c'est l'ancienne version P-Link. C'est un sous-programme de PuTTY. PuTTY qui nous permettait à la belle époque, quand vous étiez pas né, non, je déconne, mais ça remonte, hein, PuTTY, c'est vraiment un programme qu'on utilisait partout, hein. Même dans l'armée, on utilisait PuTTY, je vous rassure. Mais c'est une version de ligne de commande de Windows, et on utilise PuTTY parce que nativement il n'était pas supporté. Comme on vous a expliqué le cours et comme je vous le disais tout à l'heure, heureusement maintenant nativement on a un support SSH qui est intégré. Mais avant il fallait passer par PuTTY. Ok. Donc bah voilà, putain, je lis même pas, je vous parle et en fait c'est exactement ce qu'ils vous disent. Je me répète alors, donc maintenant que Windows est livré avec son propre client SSH intégré, P-Link est moins utile pour les serveurs modernes. Par contre, dès que vous attaquez des vieilles machines, ok, un pack de Windows, Windows XP, Windows 2000, Millennium, ce que vous voulez, eh ben ça, on l'utilisera. Donc il faut toujours l'avoir et savoir l'utiliser, ok?
Donc, de manière générale, il est peu probable que les serveurs Windows aient un serveur SSH en cours d'exécution, de sorte que notre utilisation de P-Link a tendance à être un cas de transport du mineur vers la cible, puis de l'utiliser pour créer une connexion inverse. Cela sera fait avec la commande suivante. Donc là, cette fois-ci, on est sous Windows, ok? Donc on utilise quoi? Bah, notre cmd.exe, -c, echo, y, on pipe, on appelle plink.exe, on veut un reverse, donc tirer grand R, local port, et la syntaxe est quasiment la même. Ok? Donc là, ça devrait vous parler. Et notez que cette syntaxe est presque identique à la précédente que lors de l'utilisation du client OpenSSH standard. Ok? Il y a juste le cmd /c echo y qui est pour l'échelle non interactif, comme la plupart des shells inversées, l'échelle Windows étant difficile à stabiliser. Je vous ai fait une vidéo complète sur les bind shells, sur les reverse shells, pourquoi ils sont stabilisés, pourquoi ils sont pas stabilisés, comment les stabiliser, et je vous mettrai naturellement le capture de flag à faire pour vraiment comprendre et être à l'aise sur ces notions. Sinon, vous allez jongler et pédaler dans la smoule parce que vous ne comprendrez pas. Ok? Donc il y a beaucoup d'informations à intégrer et il faut savoir jongler sur plusieurs outils, plusieurs connaissances réseau, plusieurs techniques. Donc ça se fera pas du jour au lendemain, il va falloir bosser, 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 bosser pour que vous soyez parfaitement à l'aise avec toutes ces notions. Donc, afin de contourner le message d'avertissement indiquant que la cible ne s'est pas connectée à cet hôte auparavant. Donc ça, en gros, c'est un peu le mode FN, quoi, hein. Ça nous dit, en gros, tu me dégages les erreurs, ok? Donc, bah oui, tu vas faire un echo Y, donc afficher oui, parce que sinon il nous demande d'appuyer sur une touche clavier. Et en gros, tu nous mets pas un shell interactif. Je veux un shell non interactif. Donc, pour utiliser notre exemple précédent, vous savez lire, et on va faire, eh ben, on fera cette commande, ok? Donc, on voit que la syntaxe est strictement pareille. Il n'y a que ça qui change, ok? Parce qu'on utilise quoi? Bah, plink. Le binaire, bah, c'est un exe. Pourquoi? Parce qu'on est sous Windows. Cette commande, on va la piper avec cette commande initiale, qui sera l'équivalent de notre fn à la fin, ok? Et on utilise, en fait, commande.exe. Parce qu'on est en ligne de commande, ok? Sous Windows. Donc notez que toutes les clés générées par SSH KeyGen ne fonctionneront pas correctement ici. C'est dommage. Nous devrons les convertir à l'aide de PuttyGen. PuttyGen va permettre de générer des clés utilisables via Putty à partir de l'utilitaire SSH KeyGen. Donc ça c'est pareil, c'est une mécanique sous-jacente que vous devez intégrer à votre petit cerveau ou grand cerveau, ça dépend. Moi, je sais que j'ai un petit cerveau, mais c'est vraiment important, ok? Si tout de suite dans votre tête, si vous utilisez Putty, il faut vous dire, putain, il va falloir que je convertisse mes clés, ok? C'est pareil quand vous vous attaquez à des clés SSH, vous ne pouvez pas lancer John the Ripper tout de suite. Il va falloir utiliser SSH to John, convertir, pour pouvoir ensuite trouver le hash, ok? Des clés de chiffrement, si vous devez les attaquer au niveau cryptographique. Donc tout ça, c'est pareil. Au début, on n'y pense pas, mais c'est vraiment important. Donc allez faire un sudo apt install putty tool. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment important. Je vais vérifier d'ailleurs s'il est installé sur Parrot. Hum, Je vais lancer ma VM pendant que je tchatche avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh non, il va pas m'emmerder là. Ça va quoi. Ok, donc si vous avez un problème avec vos VM, il y a une option qu'il faut absolument désactiver. Je comprenais pas pourquoi ça foutait de la merde. C'est cette commande. Ok, sécurité des appareils, isolation du noyau. Ça marche pas avec les VM. Si vous utilisez cette option, c'est bon à savoir. Si vous allez là-dedans et que vous utilisez cette option pour accélérer considérablement la rapidité de la VM, eh ben, il faudra absolument décocher ça. Ok? Et il faudra faire une commande aussi. Ouais, autant que je vous la montre. BC Edit, BCD Edit. euh, voilà, celle-là.
Donc, vous lancez votre PowerShell admin. S'il n'est pas bloqué, ok. Et on va faire ça. L'opération a réussi. Vous redémarrez votre machine et là, la VM se lance sans problème. Si vous voulez pas vous prendre la tête et garder ce qu'on appelle le secure, je sais plus comment ça s'appelle, mais noyau sécurisé et intégré à la mémoire. Donc ça permet aux attaques d'insérer du code malveillant lors des processus de sécurité. Soit vous sécurisez plus, mais vous avez des VM moins performantes, ce qu'on appelle des nested VM, donc des VM qui sont qu'on utilise en fait avec l'hyperviseur directement intégré. Soit vous décidez de couper cette option qui est utile sans plus être utile, puisqu'on peut toujours la contourner, mais ça ajoute une couche de virtualisation, mais du coup, ça rentre en conflit avec VMware ou VirtualBox, en fonction de ce que vous utilisez. À vous de voir. Honnêtement, plus de sécurité ou plus de performance. À vous de choisir, sachant qu'avec un bon antivirus, on peut se passer de cette fonction qui est intégrée à Windows Defender. À vous de voir, vraiment. Mais bon, au début j'ai galéré, puis tous les gens qui vous disent sur les forums que les deux peuvent cohabiter, l'Hyper-V et la solution Hyper-V avec VMware, c'est des conneries. Moi j'ai la version pro de VMware, et même avec la dernière version, ça ne marche pas. Il faut faire des choix. Ok? Donc si vous galérez, faites bien cette commande BC Edit, et bah, je vous conseille, hein, moi je l'avais pas activé par défaut, et on gagne quand même 10-15% de performance en plus. Mais là, je l'ai réactivé hier, je voulais faire un test, et en effet, je vois que non seulement l'Hyper-V bloque, mais cette commande-là aussi au niveau de Windows Defender empêche de lancer ma VM. Donc, c'est sûr, moi, je vais le désactiver. Maintenant, j'ai pas d'autre choix. Donc, petit aparté, mais c'est bon à savoir. Donc, je verrai plus tard, il faudra faire un sudo apt install putty tools. Mais je pense que c'est installé. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un petit gen, ok? Le nom de la clé, tirer O, O comme output, et on va mettre le nom de la clé qu'on veut, et c'est au format PPK, ok? Comme James Bond. James Bond et son PPK. Ok, j'avoue, la blague est pourrie. Mais voilà, PPK, c'est tout ce qui est clé PuTTY fonctionnelle, ok? Le PPK et le fichier résultant peut ensuite être transféré vers la cible Windows et utilisé exactement de la même manière qu'avec la redirection de port inversée enseignée dans la tâche précédente. Ok? Et malgré la conversion de la clé privée, elle fonctionnera toujours parfaitement avec la clé publique que nous avons ajoutée. Ok? Si bah, il y a le fichier authorized qui est modifié en amont. Donc P-Link est connu pour être rapidement obsolète, ce qui entraîne souvent l'échec de la connexion. Assurez-vous toujours de disposer d'une version à jour de l'exécutable, du binaire, ok? Donc il existe une copie préinstallée sur Kali, bon à savoir, et je pense que c'est le cas aussi sous Parrot, et c'est dans le User Share Windows Resources, ok? Donc ça, ce répertoire-là, très très bon à connaître. Et là-dedans, vous aurez un peu pas mal de choses pour avoir des binaires en statique à uploader sur votre serveur. Qui dit binaire statique, vous vous rappelez, dit binaire non dynamique, qui dit binaire qui n'a pas besoin de dépendance, qui dit binaire à utiliser de préférence pour attaquer une machine, pour pas avoir de problème. Ok? Au niveau de la compilation, au niveau de l'exécution, puisque on n'aura pas besoin de librairies. Les librairies sont encapsulées dans le binaire statique. Donc, ça, c'était vraiment les règles de base, mais c'est vraiment bon bah, à connaître, tous ces trucs. Donc, c'est quoi le programme? Bah, on l'a vu, hein, on a Putty et PuttyGen pour générer des clés. Donc ça, c'est fait. Est-ce que c'est long? Ouais, c'est plutôt long. Je vais arrêter la vidéo là, je vais continuer une autre. Sinon, ouais, la vidéo elle va faire 2 heures. Et on terminera aujourd'hui, vous inquiétez pas. Tout ce qui est pivot. Je vais juste boire un petit café, fumer une clope, parce que là, je commence à saturer un petit peu. On verra Shuttle, qu'ils appellent la navette, ils ont bien raison. Et ouais.
Ouais, donc aujourd'hui, on verra, on s'arrêtera. Donc tout ça, maintenant, vous devriez, après cette vidéo et la suivante et les deux précédentes que je vous ai faites, vous devriez être totalement à l'aise avec les techniques de pivotement. Ok? Donc là, faut revoir. Vraiment, c'est tout ça. On a vu qu'est-ce qu'était le pivotement. Tâche 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? Donc dans la prochaine vidéo, je termine tout. Et la suivante, on verra la partie sur le serveur Git. Le but, c'est quoi? C'est de voir toute la théorie. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, je manipule rien. Toutes les dernières vidéos, c'est que de la théorie. Je vous lis les cours parce qu'il faut s'imprégner et comprendre la théorie avant de mettre en pratique notre cyberattaque. Et après, vous inquiétez pas, il me reste, je crois, 5 ou 6 jours pour pirater les deux autres machines. Je vous ai montré la première partie. Allez voir mes vidéos. C'est toujours la même machine. La Wreath, la couronne. Ok? Donc, voilà. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.